Est-ce que M6 est une bonne opportunité d'investissement value? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette analyse de société où on va analyser Métropole Télévision, donc ce qui est le groupe qui possède M6 et d'autres chaînes. C'est la première fois que je fais une analyse de société sur cette chaîne, j'espère que ça va t'intéresser. Alors ce qui est pratique avec M6, c'est que en tout cas pour les Français, tout le monde connaît. Voilà, c'est pas une société, on va devoir l'éplucher un petit peu le rapport annuel pour comprendre ce que fait la société. Là, tout le monde sait ce que c'est de la télévision majoritairement et également un petit peu de radio. Ça gagne de l'argent en faisant de l'audience, en étant payé par des entreprises qui mettent leur publicité. Le business model, il est quand même assez simple. Donc voilà, il n'y a pas trop de casse-tête pour aller comprendre le business model, comment gagne de l'argent la société, qu'est-ce qu'elle vend, etc. Là, c'est plutôt accessible. Et du coup, les chaînes du groupe Métropole Télévision, c'est évidemment M6 qui est la plus grosse. On en a d'autres qui sont assez importantes, notamment W9, Sister, Gulli, etc., Sisplay. Et il y a aussi quelques chaînes de radio comme RTL ou encore Fun Radio, RTL2. Mais bon, la radio, ça fait moins de, il me semble, 10-20% du chiffre d'affaires. Voilà, c'est qu'une petite partie, c'est quand même majoritairement la télévision qui rapporte le chiffre d'affaires. Donc au moins, ça va être un peu plus rapide que si on analysait une société inconnue au bataillon, car j'ai pas à t'expliquer ce que fait la société, etc. Donc ça permettrait une vidéo un peu plus digeste, un peu plus rapide. Donc on va commencer cette analyse de M6 en allant voir déjà les chiffres. Parce que moi, c'est ce que je fais toujours lorsque j'analyse une société, c'est que déjà, avant tout, je vais voir les chiffres. Au moins, si les chiffres sont OK, je continue l'analyse. Mais au moins, si les chiffres sont mauvais, que c'est cher, qu'il y a une marge minuscule, ou que voilà, le ROE me plaît pas ou autre, ou que c'est trop endetté, au moins j'arrête directement et je perds pas mon temps. Donc je suis allé sur Investing, directement dans les ratios financiers. C'est sur cet onglet que je vais, principalement. Donc déjà, on voit qu'on a un PER qui est à 7. Donc pour moi, je trouve ça très correct. C'est vraiment peu cher. Ensuite, le prix sur chiffre d'affaires, ça je ne regarde pas trop, mais 1,28 c'est quand même pas mal aussi. Le prix sur cash flow est à 5. Donc voilà, le prix sur flux de trésorerie à 5, ça c'est très peu cher également, c'est très positif. Ensuite, quand on regarde le prix sur actif net ou actif comptable, donc le price to book, on est à 1,3. Donc ça veut dire que la société est quand même vendue, entre guillemets, à une capitalisation un peu plus coûteuse que vraiment si on comptait au niveau comptable ses actifs nets. Donc voilà, pour M6, ce serait tous les bureaux qu'elle possède, les caméras, les ordinateurs, le matériel audiovisuel, les terrains, les véhicules, hein, voilà, tout ça. Et aussi forcément les marques et les choses qui sont intangibles. Ça vaut nettement plus, voilà, 30% de plus que tout ça comptabilisé. Donc voilà, c'est très correct, hein. Ça aurait été encore mieux qu'on ait un nombre négatif, mais 1,3, c'est tout à fait ok pour le price to book. Ensuite, on va voir la marge. Donc la marge, c'est quand même très important. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec M6, c'est qu'elle a une belle marge nette pour les 12 derniers mois qui est à 17% et pour les 5 dernières années à 16%. Donc on a vraiment une forte profitabilité, hein. C'est quand même une belle marge, hein, surtout pour une société française. Ensuite, on va regarder le ROE pour voir la rentabilité, ce qui est très important, hein. Et là, on a 18,7%. Et pour les 5 dernières années, un peu plus, 22-23%. Donc ça, c'est très bien aussi. Alors 18%, c'est pas non plus faramineux, hein. On retrouve des sociétés qui ont parfois plus, hein, plus de 20%, etc. Mais ça reste très bien 18%. Surtout pour une société qui est assez peu chère, comme on l'a vu. Donc un ROE très intéressant. Ensuite, on pourrait voir le return on investment, 14%, un peu plus faible, mais ça reste tout à fait ok. Ensuite, pour la liquidité, donc le quick ratio, on est à plus de 1, donc ça c'est toujours bon à prendre en compte. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est est-ce que l'entreprise est endettée, car quand on a un return on equity qui est élevé, on peut se dire est-ce que c'est parce qu'elle est trop endettée? Et bien là, on voit que les dettes sur les capitaux propres ne sont que de 10%. Ça veut dire que la société, en termes de capitaux propres, donc vraiment ce qu'elle possède en enlevant les dettes, c'est quasiment 10 fois plus élevé que ce qu'elle doit en termes de dette. Donc ça veut dire qu'elle aura aucun souci à rembourser ses dettes, c'est vraiment très faible. Donc zéro problème d'endettement à ce niveau-là.
Ensuite, ce qui est intéressant en tout cas avec M6 aussi, c'est de voir le dividend yield qui est actuellement à quasiment 8,5%. Donc c'est assez énorme. C'est une société clairement à dividendes, en tout cas qui verse beaucoup de dividendes. Et on voit qu'on a un payout ratio à 56%. Donc ça veut dire que voilà, quasiment la moitié des bénéfices qui sont générés après une année sont reversés aux actionnaires via les dividendes. Donc ça pourrait être plus, hein, ça aurait pu être, moi ça m'aurait pas étonné que ce soit 70% ou 75%, vu que c'est vraiment une société qui peut plus énormément croître. Voilà, c'est une chaîne TV leader en France, elle va pas partir, en tout cas c'est pas prévu sur d'autres pays, donc elle va juste générer du cash et voilà, rediriger la majorité vers les actionnaires. Bon là ça reste juste un peu plus de la moitié. Donc voilà pour les chiffres. Alors c'est aussi intéressant d'aller voir un petit peu la croissance, mais bon là malheureusement, je te le dis tout de suite, il n'y en a pas. On va aller voir les résultats annuels. Donc depuis 2020, alors 2020-2021 c'était un peu biaisé puisque forcément il y a eu toutes les histoires de confinement, donc les gens étaient sûrement un peu plus chez eux, devant la télé, devant le site de streaming d'M6 et autres, donc ça a pu booster un petit peu le chiffre d'affaires. Mais bon, on voit que depuis 2020, on a pour le bénéfice du coup 280 millions, voilà 0,28 milliards. Ensuite, toujours 280 millions en 2021. En 2022, on a eu une bonne baisse quand même à seulement 160 millions. Et là, on est retourné pour l'année dernière, en 2023, sur voilà, un nombre qui est tout à fait correct de 230 millions. Donc voilà, presque les niveaux qu'on a eu pendant les périodes un peu de confinement. Donc clairement, on n'a pas de croissance, voilà, que ce soit le chiffre d'affaires ou le bénéfice, c'est stable, voire ça baisse un petit peu. Donc ça, c'est le gros point négatif de la société, hein. Forcément, si en plus de tout ça, on avait une forte croissance, ça n'aurait aucun sens que la société soit proposée à un PR de 7. Donc ça, c'est clairement le point négatif, hein. Là-dessus, je vais revenir sur la présentation. Voilà, le point négatif, c'est pas de croissance. On sait que les chiffres de la télévision, ça décroît légèrement, ça perd, il me semble, quelque chose comme 1% par an. Du coup, forcément, les chaînes de TV sont touchées, c'est logique. Donc on a soit une croissance plate, soit une croissance même négative, donc ça, c'est assez compliqué. Mais moi, le point qui m'a fait contrebalancer un petit peu ça, c'est quand même l'arrivée de M6+. Donc voilà, c'est leur nouvelle plateforme en ligne, hein, sur Internet. Donc voilà, ça remplace un petit peu Sister qui avait avant Sister.com, enfin sur Internet quoi. Donc là, on a une plateforme où on va avoir toutes les émissions produites par M6. Donc voilà, les grandes émissions style Top Chef, Qui veut être mon associé, Mario Premier Regard, etc., etc. Plus évidemment tous les contenus qu'ils achètent, hein, les films, les diverses séries, les dessins animés, etc. Donc bon, je sais bien qu'il y a peu de chances que ça devienne la nouvelle référence et que ça devienne le nouveau Netflix, hein, ça c'est clair. Mais même si effectivement les gens, en particulier les jeunes, regardent de moins en moins la TV, ils sont quand même sur Internet, ils vont utiliser potentiellement le site de streaming Gold M6 qui d'ailleurs actuellement est gratuit avec une version payante pour pas avoir les pubs. Donc selon moi, ça peut compenser voilà, le déclin de la TV puisqu'il se développe sur Internet de l'autre côté. Donc voilà, je dis pas qu'il y a la société qui grâce à ça va prendre 10% par an, c'est sûr que non. Enfin, je pense vraiment pas. Mais ça peut compenser le déclin de la TV, je pense, pour rester sur un chiffre d'affaires, un bénéfice qui est stable, voire même peut-être avoir une mini croissance. Voilà, qui serait de 1, de 2, de 3% par an, ça m'étonnerait pas trop. Donc voilà, ça c'est le petit espoir pour soit une stabilisation et un arrêt du déclin, soit à la limite une très légère croissance avec Internet, où là pour le coup, Internet c'est pas en déclin, le streaming c'est pas en déclin, tout simplement. Donc voilà, pour parler du potentiel de rentabilité, je vais tout cumuler, hein, car il n'y a pas que la croissance de la boîte, il y a aussi le dividende qu'on perçoit et aussi la croissance du cours qui serait liée non pas à la croissance des bénéfices mais aussi à une revalorisation, car oui, j'estime que la société est quand même un petit peu sous-valorisée aujourd'hui. Je ne peux pas te donner de nombres extrêmement précis, mais je pense qu'elle est sous-valorisée voilà, de 15-20%. Voilà, c'est mon avis en étant à peu près un petit peu conservateur. Donc si on additionne tout, donc là, imaginons qu'aujourd'hui tu achètes une action M6, tu vas recevoir actuellement donc 8,5% par an en dividendes.
Donc déjà, tu auras cette rentabilité. Surtout si tu investis via un PEA, c'est net, hein, les dividendes. Tant que tu soldes pas ton PEA, que tu retires pas d'argent, les dividendes, tu payes rien dessus, tu peux les réinjecter, les réinvestir et tout. Donc tu auras 8,5% qui arrivent tranquillement dans la poche. Plus potentiellement, bien évidemment, ça, c'est juste une théorie, hein, c'est pas du tout sûr. Éventuellement, donc une mini croissance qui pourrait être au niveau au moins de l'inflation, hein, de la société en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices. Donc qui pourrait être selon moi de 1, de 2, de 3% par an. Voilà, ce serait je pense le maximum qu'on peut espérer, c'est 3% par an de croissance en moyenne. Peut-être que ça fera plus, hein, mais bon voilà, moi je pense qu'en restant conservateur, on ne peut pas espérer plus de 3% de croissance du bénéfice. Et ensuite, ce qui est très important et un peu plus subtil, c'est que comme je l'ai dit, selon moi, la société est quand même un petit peu sous-valorisée, voilà, d'environ, imaginons 20%. Donc si on part sur un scénario où la société va se revaloriser à sa juste valeur, non pas être valorisée plus que sa valeur, mais retourner à une valeur juste, en tout cas selon moi, imaginons d'ici 5 ans, si on dit que dans 5 ans, elle aura re-été ajustée à sa valeur, qui est donc un gain de 15-20%, et bien dans ce cas-là, si elle est revalorisée à 20%, ça fera, si on lisse ça sur les années, hein, parce que forcément ça va pas faire une petite partie des 20% tous les ans, comme ça graduellement, mais du coup si on lisse ça, ça ferait en moyenne une croissance du cours, cette fois-ci, non pas de la société, des bénéfices, mais du cours, qui serait de 3,7% par an. Donc voilà, j'ai marqué 2 à 3%. Donc ce qui veut dire que moi ce que j'estime, c'est que si aujourd'hui j'achète une action M6, je vais recevoir mon dividende, qui normalement ne devrait pas être diminué ou stoppé, hein, de 8,5%. Ensuite, je peux espérer une petite croissance de la société de 1 à 3% par an. Donc, allez, si on prend 2%, bah, ça veut dire qu'on arrive à une rentabilité déjà de 10,5%. Et ensuite, si le marché la revalorise et que le cours augmente un petit peu, donc de 20% sur 5 ans, soit 3% par an, on passe de 10,5 à 13,5% par an. Et moi, ça me va en fait. Si jamais ce scénario se produit et que voilà, là bien sûr je parle de moyenne, hein, ça va pas faire tous les ans du 1er janvier au 1er janvier 13,5% par an exactement, c'est une moyenne qu'on pourrait avoir sur les 5 ans qui arrivent. Si je reçois une rentabilité de 13,5% par an en prenant le rendement et le reste, moi ça me va. Voilà, ça veut dire que voilà, mon argent il prend 13,5% tous les ans. Moi, je cherche pas beaucoup plus, hein, c'est tout à fait ok. Si j'avais toutes les sociétés de mon portefeuille qui faisaient ça, bah, j'aurais une rentabilité donc totale de 13,5, ce qui me va complètement. Donc c'est ça le calcul que j'ai pris par rapport à cette société au niveau de la rentabilité. Donc bien sûr, hein, il n'y a rien de sûr, c'est juste des estimations. Mais en tout cas, si ça se produit, et je pense que je vais rester un petit peu conservateur, eh bien c'est tout à fait ok d'avoir 12-13% de rentabilité avec un investissement à long terme. Alors on va aussi voir rapidement le principal concurrent direct. Je parle de concurrent direct parce que forcément on pourrait parler des concurrents indirects, hein, qui concurrencent juste le temps d'attention des gens en France quand ils veulent se divertir. Donc on pourrait parler de Netflix, on pourrait parler des autres programmes de streaming en ligne, hein, Paramount+, Disney+, et compagnie. On pourrait parler même des applications style voilà, TikTok, YouTube ou quoi qui prennent de toute façon du temps d'attention des Français, temps d'attention qui donc ne va pas sur la télévision. Voilà, c'est un concurrent direct, mais là le concurrent direct principal, tu le connais aussi très probablement, en tout cas si t'es français, c'est TF1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les chiffres de TF1, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé, quand j'avais parlé sur mon analyse, qu'est-ce que je pensais de TF1, et c'est forcément intéressant d'aller voir un peu le concurrent direct, surtout que là il y en a un principal, quoi. Donc si on va voir la croissance de TF1, c'est plus ou moins la même chose, hein. Sauf en 2022 où ils ont eu un peu plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, pour le bénéfice, on était donc à 60 millions, ensuite 230 millions, ensuite 180 millions, ensuite 190 millions. Donc c'est la même chose, ça reste flat, voilà, c'est en déclin léger. Avec le Covid, ça a biaisé un petit peu. Donc voilà, il n'y a pas une croissance sur TF1 et pas sur M6. Voilà, c'est plutôt la même chose. Et si on va voir les ratios fondamentaux, alors on voit que le PER sur TF1 est à 9, donc la société est un peu plus chère. Parce que comme je le rappelle, M6, on était sur 7, hein, donc voilà, ça fait quand même une petite différence.
Ensuite, c'est vrai que on a un prix sur cash flow très faible, on a un price to book qui est négatif, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est vrai que c'est un point en plus pour TF1. Si on compte leurs actifs nets comptables, ben voilà, ça c'est plus intéressant par rapport au cours. Mais par contre, moi ce que je préfère de loin quand même par rapport à M6, c'est qu'ils ont une meilleure marge. Là on voit qu'on a une marge donc à 8% pour les 12 derniers mois, et pour les 5 dernières années à 6,7%, donc c'est beaucoup moins. Même si je le rappelle, je crois qu'on était sur 17%. Hein. Je vais revenir très rapidement sur les ratios. Donc pour la marge, on était effectivement à 17% pour M6, donc on a une marge qui est bien plus élevée, et ça c'est bien plus intéressant. Et du coup, pour le return on equity, c'est un peu la même chose. Là, on est à 10%. Sur M6, on est à 18%. Donc voilà, une société qui est plus profitable, plus rentable, même si elle est avec un price to book ou quoi un peu plus élevé. Moi, je trouve que ça compense largement. Voilà, return on equity, return on investment, c'est la même chose, c'est moins élevé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt M6 que TF1, mais ça reste, je pense, également correct hein, comme investissement value. Je pense qu'elle reste un petit peu sous-valorisée également, TF1, mais selon moi, voilà, on a aussi un dividende moins élevé. Selon moi, c'était juste moins intéressant quand même que M6 en tout cas actuellement. Voilà, c'était le petit point que je souhaitais apporter par rapport aux concurrents. Et donc, pour parler de ma position, car oui, là, je fais pas une analyse pour réfléchir à si je prends position. Si tu suis les analyses de mon portefeuille que je publie sur YouTube, sur la chaîne, tu l'as vu, j'ai d'ores et déjà acheté des actions M6. Donc j'en ai acheté 425 à l'heure actuelle. Je les ai achetées au mois d'avril, hein, puisque j'avais fait la vidéo voilà, début mai où je montrais que j'en avais acheté. Donc moi j'ai un PRU actuellement de 14,18, donc autant dire 14,2, on va arrondir. Et il faut savoir que le dividende est tombé là en mai. Donc moi j'ai reçu par rapport à mon PRU, il me semble, quelque chose comme 9%. Donc c'était plutôt pas mal. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, comme tu le vois, là j'ai pris le screenshot hein, de mon courtier, j'ai perdu 4,7% sur la position. Mais par contre, j'ai reçu un dividende, ça c'est pas inclus, comme je l'ai dit, environ 9%. Donc tout ça pour dire que j'ai acheté en moyenne à 14,2%. L'action actuellement est à 13,5, donc j'ai perdu 4,7%, mais j'ai gagné un dividende, en plus sur le PEA sans impôt, de 1,25 euros. Donc au final, c'est comme si en rentabilité totale, j'étais à 14,75 euros. Donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai eu un gain de 3,87%. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup bougé, mais c'est toujours agréable hein, de faire un peu moins de 4% en un mois. Donc l'action n'a pas beaucoup monté ou baissé depuis que j'ai fait l'investissement. Donc selon moi, mon analyse reste à peu près valide. Alors c'était mieux de l'acheter quand je l'ai acheté que maintenant, puisque moi j'ai pu percevoir le dividende. Et puis l'action a moins baissé que ce qu'elle a versé de dividende. Hein. Donc en gros, c'est comme si elle avait monté de 4%, hein, pour le dire clairement, depuis que moi j'ai acheté. Mais selon moi, ça reste encore à peu près, ça reste même tout à fait valide, hein, c'est plutôt intéressant. Donc je ne vais pas te conseiller d'investir, hein, mais voilà, je souhaitais juste partager mon avis, mon point de vue, mon analyse personnelle sur le sujet, sur cet investissement. Donc voilà, c'était plus ou moins tout pour cette vidéo. C'était la première fois que je faisais une analyse de société. Donc si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo et ça m'encouragera à en faire d'autres. Au moins, voilà, je saurai si ça plaît ou pas. Et bien sûr, si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans plein de prochaines vidéos pour parler d'investissement value.